Euh, on va passer à la deuxième séquence sur l'exploitation des données. On va peut-être entendre parler de réseau de CHU une fois de plus, avec tout d'abord Marc Cudgia qui va nous parler du Health Data Hub. Bonjour. On vous écoute. Très bien, bonjour à tous. Je m'appelle Marc Cudgia, je suis PUPH en informatique médicale au CHU de Rennes. Et donc, j'ai le plaisir de vous présenter le résumé des principales conclusions du rapport de préfiguration du Health Data Hub, qui donc fait suite à une mission qui s'est terminée en octobre 2018, qui a démarré juste avant l'été, enfin au mois de mai-juin, et qui fait suite elle-même à l'annonce du président de la République de mettre en place une stratégie sur le développement de l'intelligence artificielle, dans le contexte notamment de ce qu'avait décrit le rapport Villani, qui mettait bien en avant l'enjeu de l'intelligence artificielle dans le champ de la santé. Donc c'est une mission qu'on a conduite à trois, avec donc Dominique Polton, présidente de l'Institut national des données de santé, ainsi que Gilles Weinrib, qui est donc cofondateur d'Aukin. Donc en termes de méthodologie, donc on avait un groupe plénier et avec les principales institutions. Et puis surtout, on a beaucoup travaillé cet été avec 114 auditions où on a pu rencontrer l'ensemble des acteurs de l'écosystème, qu'ils soient institutionnels, académiques, privés, les collèges et les sociétés savantes, pour donc échanger avec eux sur leurs besoins en termes de partage et de réutilisation de ces données de santé. Et également, donc, on a pu faire des ateliers thématiques sur le sujet. Alors, de l'ensemble de ces auditions, on voit qu'on a effectivement un grand potentiel de transformation et d'innovation dans le champ de la santé, s'appuyant sur ces données massives en santé qui sont aujourd'hui extrêmement dispersées, hétérogènes. Donc on a pu identifier plus de 100 cas d'usage qui couvrent la recherche clinique, comme l'identification d'états précancéreux ou le soutien à la recherche clinique par l'identification de patients éligibles à des essais thérapeutiques, par exemple, ou bien de l'aide au diagnostic. Alors en radiologie, vous avez vu des choses qui sont extrêmement prometteuses, mais on pense que sur le plan de l'analyse des biologiques, par exemple, il y a beaucoup de choses à faire en intelligence artificielle, mais aussi pour l'appui aux médecins, dans la prédiction des risques de prise en charge, ou plus de manière opérationnelle sur le pilotage de santé des établissements, sur la surveillance des effets indésirables de médicaments sur les populations, ou bien le service médical rendu sur des dispositifs médicaux. Donc il y a énormément de cas d'usage sur lesquels l'accès aux données va être extrêmement important. Et donc les attentes de l'écosystème, c'était 3 points majeurs. C'était d'une part mieux connaître le patrimoine de données de santé dont nous disposons, ce bien collectif dont nous disposons, et pouvoir plus facilement y accéder. Un autre enjeu, c'est de décloisonner ces différentes sources pour avoir des appariements entre, par exemple, les données hospitalières et les données de l'assurance maladie. Pourquoi ? Parce que dans le SNIRAM, par exemple, vous n'avez pas des résultats de biologie. Par contre, vous les avez en partie dans les établissements. Et donc, c'est très important de décloisonner ces sources et de les appareiller. Mais bien sûr que ces usages se fassent dans le respect du droit et du citoyen. Deuxième point, c'est des moyens adaptés et suffisants pour traiter ces données dans de bonnes conditions techniques et de sécurité. Et donc ça suppose des investissements majeurs. Et le troisième point, c'était un modèle économique qui permette justement l'évolution et l'innovation et rétribuer l'ensemble des acteurs de l'écosystème. Voilà. Donc il y a eu l'objectif de l'ambition de ce Health Data Hub, c'était donc de mettre en place une politique du partage de la donnée au plus grand nombre. Dans des données, quelles sont-elles ? C'est les données financées par la solidarité nationale. Et donc, on a vu quatre actions majeures à faire. C'est d'une part clarifier les conditions de partage de la donnée avec une gouvernance unifiée qui soit garantie par la loi. Une allocation de moyens importants, parce qu'on voit que ce que l'on fait dans les établissements est tenu quand même à bout de bras, et il faut des moyens pour constituer les entrepôts de données, les centres de données cliniques et toutes ces initiatives qui mettent ces données à disposition pour la recherche et l'innovation.
Il faut créer un tiers de confiance qui permette de confiner ces données et permettre leur appariement et une exploitation avec des outils à l'état de l'art. Et puis des projets pilotes, parce que l'idée, c'est de pouvoir avancer sur des projets concrets. Donc le rôle du Health Data Hub, c'est d'abord être un rôle moteur et fédérateur autour de ces aspects. Donc il nous faut un tiers qui va pouvoir permettre de mettre en sécurité et à disposition les outils techniques, méthodologiques pour exploiter ces données. C'est un enjeu vraiment national, voire international, puisqu'on voit, on a pu faire un benchmark international où on voit que beaucoup de pays se mettent en ordre de marche face à ces sujets. L'idée aussi, c'est d'avoir un guichet unique qui facilite l'accès aux données aux chercheurs, aux startups, aux industriels, avec un accompagnement aussi, parce que pour connaître ces données, il faut de l'expertise, accompagnement aussi sur les modèles de valorisation économique. Le garant de la qualité, c'est très important. On en a parlé ce matin. Il y a beaucoup de traitements pour mettre ces données en qualité. Et donc là, l'idée, c'est de pouvoir travailler sur l'interopérabilité, sur la structuration de l'information. Et puis, c'est aussi donc la mutualisation de moyens technologiques et d'expertise, puisque pour pouvoir sécuriser ces données, pour pouvoir investir sur des calculateurs, des structures qui permettent de mouliner en quelque sorte ces données, eh bien, il faut rationaliser et mettre ces choses en partage. Voilà, donc globalement, le dispositif du hub, c'est à la fois rassemble trois acteurs, on va dire trois grands rôles, les producteurs de données qui sont souvent des utilisateurs, comme au premier plan, comme les CHU, le citoyen, avec une gouvernance qui doit être claire, avec un accès non discrétionnaire qu'il faudra bâtir peu à peu, la notion de catalogue de données, et puis la notion aussi d'offre de services autour de ces données. C'est plutôt sur l'offre de services que va se jouer la valorisation. Un point absolument majeur qu'on a souhaité dans le rapport, c'est de ne pas avoir un système concentré, centralisé, mais quelque chose qui soit vraiment déconcentré sur le territoire, avec une notion de hub national pour les grandes collections de données comme le SNDS actuel, les grandes collections de données de l'INSERM, mais aussi que toutes les initiatives sur le terrain, je pense notamment aux hôpitaux, aux CHU ou aux réseaux comme Hugo qui se fédèrent autour de ces questions, puissent être un acteur majeur dans ce dispositif et être un hub local. Donc à l'échelle territoriale, il faudra construire ces hubs locaux qui permettront de pouvoir dynamiser l'activité autour des territoires, mais aussi pouvoir partager les données avec d'autres nœuds de ce dispositif. Donc sur la gouvernance, donc un guichet unique a été souhaité pour rendre transparents les accès, des règles de transparence et d'accès non discrétionnaires. L'idée, c'est de se rapprocher d'une méthodologie qu'a mis en place l'INDS, avec des délais et des engagements aux délais d'accès aux données, dès lors que bien sûr les projets sont conformes à la réglementation et que tout est OK. Et puis bien sûr un comité et des règles qui devront être petit à petit convergentes. Voilà, donc je ne vais pas rentrer sur le détail de l'offre de services, mais donc l'idée du hub, c'est de proposer un certain nombre de services autour de l'accès aux données, de soutenir la collecte et la mise en qualité de ces données, d'accompagner aussi des aspects de valorisation et puis de soutenir l'écosystème avec l'ensemble des acteurs de l'écosystème, qu'ils soient industriels, académiques ou de start-up. Voilà. Donc en termes de calendrier, très rapidement, donc la mission a pris fin. On a remis le rapport le 28 octobre à la ministre qui a souhaité avoir un dispositif qui puisse montrer les premiers résultats en juin 2019. Donc il y a une volonté très forte d'avancer sur ce sujet, avec une première réunion de lancement qui a eu lieu vendredi dernier. Donc le premier semestre 2019 va être focalisé sur la création de la structure intermédiaire du hub de préfiguration, le choix aussi d'un certain nombre de chantiers au niveau réglementaire qui devront être discutés dès la loi de programmation santé 2022, je crois. Également, deuxième semestre, donc les premiers travaux, les premiers projets pilotes qui devront démontrer l'apport du hub et puis une préfiguration de hub local, notamment dès 2020 avec un appel d'offres à manifestation d'intérêt pour la création des hubs locaux dans lesquels les CHU vont avoir un rôle à jouer absolument majeur. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Marc. On va peut-être passer à la présentation de Pierre-Antoine Gouraud et puis on gardera les questions pour la fin de cette séquence.
Pierre-Antoine, on t'écoute. Écoutez, merci beaucoup. Je suis ravi d'être avec vous cet après-midi. J'ai eu le plaisir d'être auditionné par la commission Hub qui a travaillé, je crois qu'il faut le noter, dans un temps compressé. Et pour prolonger cette discussion, favoriser un peu nos échanges, on voulait peut-être insister sur la tension entre ces données qui sont effectivement accessibles, qui nous passent entre les doigts, qui passent dans nos CHU, et puis la difficulté peut-être à les rendre exploitables pour des acteurs publics et également pour des acteurs privés. Donc on a voulu profiter de cette session pour peut-être mettre en place des cadres, des repères qui sont ceux que nous essayons de mettre en place pour nos étudiants en médecine, en insistant, en reprenant 7 usages des données massives dans le domaine de la santé, qui sont en fait autant de sources de malentendus. Je recouvre là les 4 cas d'usage qu'a donné Marc à l'instant, et je reprends aussi une typologie qui a été utilisée dans plusieurs rapports. La plus grande difficulté est de ne pas confondre les différents usages qui sont possibles. C'est d'abord à plusieurs niveaux dans le pilotage médico-administratif du système de soins. On a nouvellement disponible un grand nombre de données. Cela permet deuxièmement de réaliser des ciblages, qu'on soit dans le domaine public ou dans le domaine privé. On est capable d'identifier beaucoup plus vite, de manière beaucoup plus fine, des sous-groupes qui sont pertinents par rapport à une offre de soins. C'est enfin, peut-être qu'il semble plus évident, qu'on a une irruption du big data sous plusieurs formes dans la relation entre soignés et soignants, peut-être en s'imposant comme un troisième pôle, quantifié, quantitatif, objectif, et qui couvre différents aspects de la relation. Sur la prescription, pas simplement celle des médicaments, mais aussi les données dont on aurait besoin pour prendre une meilleure décision. Ça joue également sur la comparaison entre plusieurs patients, une notion de solidarité qui me tient tout particulièrement à cœur, c'est-à-dire la mise en place d'une solidarité entre les patients qui passe non pas par le financement du soin, mais par le partage des informations permettant de prendre une meilleure décision. Et puis enfin, la capacité d'anticiper, c'est-à-dire de prédire, mais aussi de mesurer l'incertitude de différents scénarios thérapeutiques. Un danger, on a eu l'occasion peut-être de le souligner ce matin, avec cette continuité entre la santé, le bien-être, les données qui peuvent être collectées de manière massive à partir d'objets de la vie courante, eh bien, il y a peut-être un risque aussi de laisser le patient seul face à ces données, face aux données. On évoquait 23andMe ce matin. Donc il y a derrière le big data aussi une irruption d'une velléité d'un biopouvoir santéiste, et qui en tout cas se développe en dehors du cadre qui est celui des professionnels de santé. Le big data, c'est aussi la détection d'événements anormaux qui touchent un grand nombre de domaines qui nous sont familiers, les essais de phase 4, la pharmacovigilance, etc. sont bien sûr, Marc l'a rappelé, des usages en recherche, et il y a là, une véritable opportunité pour créer une épidémiologie du XXIe siècle avec des données de recherche enrichies par des données de soins, avec énormément de questions traditionnelles en épidémiologie, de biais de sélection, de biais d'information. Et puis c'est enfin un enjeu évidemment de formation pour les professionnels de santé à travers les usages et à travers les interactions qui vont être conditionnées par ces usages de la santé. Comment placer ces données ? Bien, là encore, je crois que c'est important de rappeler le cadre qui est celui des données pour la recherche. Traditionnellement, celui des données issues d'essais cliniques qui sont contrôlées, des données qui sont contrôlées expérimentalement, qui sont planifiées, qui sont générées en réponse à une question prédéfinie, qui nous permet d'ailleurs de calculer avec beaucoup d'arbitraire une taille d'échantillon nécessaire. Sont aussi des données que l'on fabrique pour la recherche dans des données de registre, là encore planifiées, relativement exhaustives, qui répondent à un ensemble de questions qui sont aussi dans des coûts très élevés. Et c'est relativement nouveau avec les données issues du soin, qu'on parle de DMP, de DPI, DMR, DHR, sont des usages qui sont en fait un usage non intentionnel à des fins de recherche. Donc ce ne sont pas des données qui ont été collectées, enregistrées, même à moindre coût, pour faire de la recherche. Elles relèvent d'une population réelle dans mon CHU, dans mon service, dans nos territoires, mais elles sont intrinsèquement liées à cette pratique de soins, elles sont lacunaires, elles nous permettent peut-être de répondre à un ensemble de questions, mais elles ont également énormément de limites. Eh bien, on est véritablement appelé à mobiliser ces données en les regardant différemment, en les transformant pour les mobiliser dans le cadre des essais cliniques, pour peut-être les repondérer, ou bien pour enrichir et faciliter les bases de données de recherche qui sont celles des cohortes et des registres. Dans ce contexte,
nos CHU se placent véritablement comme des carrefours des données de santé au sein d'un territoire. Et l'enjeu, Marc l'a bien rappelé, c'est véritablement de trouver l'articulation entre des modes d'accès nationaux qui sont le garant des circuits d'information, de la mise en œuvre réglementaire, du partage des moyens techniques d'accès aux données, mais aussi un accompagnement qui lui est local, à proximité de la production des données. Et c'est à cette seule condition qu'on arrivera à véritablement démocratiser la recherche sur les données de santé. Et c'est cette notion de médiation par un tiers expert, avec des structures locales et labellisées, qui s'inscrit vraiment en faux contre l'idée que les données parleraient d'elles-mêmes, et encore plus quand elles seraient de grande taille. Eh bien, les données, ce sont en fait l'expression de l'expertise d'un domaine extrêmement pointu, d'une connaissance du cadre clinique dans lequel ces données sont générées. Et bien que l'on parle de hub local, de clinique des données, de centre des données cliniques, on a besoin d'un tiers expert qui va accompagner, se mettre au service de l'analyse de ces données. Et vous le rappeliez ce matin en relisant l'histoire des CHU, eh bien on est probablement à un moment où, comme on l'a fait dans les années 90 pour stimuler la recherche clinique, eh bien, le défi qui se dresse devant nous, c'est de savoir comment est-ce que l'on va vraiment proposer les structures locales, labellisées à l'échelle nationale, pour stimuler, valoriser et créer de la valeur à partir de ces données de santé. C'est un véritable enjeu de transformation, c'est probablement une nouvelle épidémiologie des données, avec des données en vie réelle, qui requiert paradoxalement plus de méthodes, et on parle très vite en millions de patients, en millions de documents, en millions d'examens biologiques dont les données peuvent être utilisées. Pour vous dire un peu notre conviction de s'inscrire dans une dynamique qui ne peut être que collective et probablement ascendante, je voudrais souligner une initiative qui est celle de notre territoire sur l'intelligence artificielle, où on a réuni des acteurs de la santé, une 60aine, avec des acteurs du monde public et universitaire, avec beaucoup d'entreprises également, et où on a travaillé cette question de l'intelligence artificielle en nous voyant, nous, évidemment, dans le domaine de la santé, comme des pourvoyeurs de données et de questionnements. Eh bien, ce qui m'a beaucoup marqué dans cette réunion, outre la jolie photo sous les nefs à côté des machines de Lille à Nantes, eh bien, la première chose que font ces scientifiques, ces cliniciens, ces acteurs du monde économique, quand ils se réunissent, c'est dire finalement, on est là parce qu'on partage des valeurs, exactement comme dans le CHU. Et bien que vous soyez un geek à cheveux longs et en t-shirt ou bien en cravate sortie de votre service clinique, eh bien, ce qu'on a posé ensemble, ce sont un certain nombre de valeurs que je voulais partager avec vous, peut-être pour ouvrir un peu et anticiper la discussion éthique que nous aurons sur les données. On a posé 8 principes remis en question, discutés, principes de transparence qui condamnent tout traitement des données qui serait en dehors du domaine public sans consentement des individus ou des institutions, qui affirme le caractère indissoluble des algorithmes et des données. Donc c'est toujours des ingrédients, des algorithmes, et en fait un chef qui exécute cette recette que sont les algorithmes. Principe de responsabilité, les acteurs de l'intelligence artificielle réclament à être rendus responsables de la traçabilité des accès aux données, de la description des opérations algorithmiques. Elles sont aussi le gage de la confiance vis-à-vis des usagers. Éthique, eh bien, le déploiement d'un algorithme d'intelligence artificielle, il s'effectue toujours par rapport à un usage. Donc là encore, ce sont les usages qui sont mis au centre du débat. Respect de la vie privée, eh bien, cela peut être fait, non pas vécu comme une contrainte, mais pris en compte dès la conception, par construction des algorithmes. En amont, c'est le principe de parcimonie sur la protection de la vie privée, et en aval sur une transparence et un engagement à faire en sorte que les usagers puissent ne pas subir contre leur gré une application dérivée d'intelligence artificielle. Ce genre de principe qui a très vite interrogé certains des partenaires privés qui font partie du consortium. Gouvernance, cette notion de tiers expert, de tiers de confiance qui nous est chère dans la santé, eh bien, elle a aussi ses vertus en dehors du monde de la santé, où un tiers indépendant est un gage de confiance, là encore, dans le déploiement d'un outil ou d'un algorithme d'intelligence artificielle.
Culture scientifique et technique, on a eu l'occasion déjà de le rappeler à plusieurs reprises, il y a un besoin urgent de démystifier ce qu'est ces algorithmes d'intelligence artificielle qui ont en fait une grande diversité auprès de nos concitoyens, auprès de nos étudiants. Et enfin, ce principe qui est finalement présent en filigrane dans chacune des propositions précédentes, eh bien, c'est la coopération homme-machine. Nous plaçons finalement systématiquement au cœur du développement d'une application dérivée de l'intelligence artificielle non seulement son usage, mais également les interactions qu'elle conditionne avec et entre les usagers. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci Pierre-Antoine. Une question ? Oui. Je pense qu'on va pouvoir évoquer la question cruciale du partage des données, notamment avec la société Okin, qui propose des solutions technologiques pour vraiment tracer les usages, c'est-à-dire savoir qui a accès à quelles données à quel moment. Il faut savoir aussi que toutes les données ne sont pas toujours disponibles chez un individu. Les GAFA, les Facebook, etc., qu'on cite très souvent, elles ont d'abord les données qu'on consent à leur confier. Et donc il faut peut-être responsabiliser les usagers par rapport aux données qu'ils déversent dans le domaine public ou qu'ils confient à des tierces parties. Et je crois que ça, c'est un enjeu de transparence important. Après, la question centrale, c'est souvent la réidentification d'un patient à partir de ces données. Et je crois que c'est ce risque-là qui doit être aussi déconstruit. On aura peut-être l'occasion de montrer un exemple où on peut limiter les risques. Finalement, un principe de parcimonie qui est complémentaire des approches de sécurité. Peut-être un élément de réponse. Il existe un nouveau règlement européen, donc le RGPD, et la nécessité de mettre en place des règles de sécurité absolument majeures pour la protection de données individuelles. Ces efforts-là, dans le cadre notamment du hub, ils vont être portés à l'échelle nationale avec une infrastructure qui sera extrêmement sécurisée. Ce qu'il faut, c'est vraiment sécuriser ce bien commun que l'on a, ce qu'on considère que ce sont les données de nos concitoyens, nos propres données. En revanche, ce qu'il faut pouvoir assurer, c'est l'usage de ces données une fois qu'elles sont confinées dans cet espace. Et donc, c'est ça que permettra ce dispositif. Mais je pense que cet effort de sécurisation, il ne peut être fait qu'avec des investissements majeurs qui peuvent être uniquement portés qu'à l'échelle nationale. Ça coûte très cher la sécurité. Le risque zéro n'existe pas. Par contre, on sait que cette sécurité va devoir nécessiter des adaptations en continu pour assurer la protection de nos données. Et donc des moyens très importants. Merci, professeur.